Sa bulle, sa sphère, son cheminement ou son action qui a permis une certaine victoire pour raconter leur histoire. Puis par la suite, je vais prendre quelques questions à chacun pour faire des liens avec les différents enjeux qu'on trouve au Québec présentement, puis pour un petit peu approfondir certains axes d'étapes ou d'actions, ou de séries ou de chapelets d'activités qui se sont passées. Pourquoi dans chacun des différents exemples qu'on va avoir de bataille en guillemets ou de course, on va être positif, mais de... Oui, c'est ça, de course vers le succès, comme on va entendre parler aujourd'hui. Puis les gens vont se présenter eux-mêmes, puis ils vont circonscrire un peu l'activité ou le concept ou la bataille, si on veut. Bonjour tout le monde, Geneviève Paul, je suis directrice du Centre québécois du droit de l'environnement. Peut-être à main levée, est-ce que vous connaissez déjà le CQDE? Bon. Je vais y aller vite. Là. Le CQDE, c'est un organisme de bienfaisance, un organisme indépendant. On utilise le droit pour protéger l'environnement. On le fait de 3 manières. D'abord en informant la population, donc on répond à plusieurs centaines de demandes par année de groupes citoyens partout au Québec qui se mobilisent pour protéger le territoire. On commande des projets de loi pour qu'on ait un droit qui soit meilleur, qu'on utilise ce levier-là de la bonne manière pour pouvoir justement avoir une véritable transition et une justice. Et enfin, on va devant les tribunaux quand on estime que c'est nécessaire pour que le droit et nos droits soient respectés. Donc, aujourd'hui, merci aux organisateurs pour l'invitation. C'est vraiment un privilège d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous parler d'une victoire qui est en cours. Rodrigue a fait allusion de la nation Michi-Kanibika Clinic First Nation. Donc, je vais référer comme la MIFN, qui est en lien donc avec l'industrie minière. La MIFN est une première nation algonquine avec plus de 700 membres, qui vit notamment près de la réserve faunique de la Vérandrie. Elle occupe et revendique des territoires traditionnels non cédés. Et ce qui est au cœur du litige, c'est vraiment, ce dont on a déjà parlé ce matin, c'est le click and claim, le fait de pouvoir acquérir un claim sans consultation ni accommodement. Et le fait que les titulaires de claim peuvent faire des travaux aussi sans consultation et amendement. Donc, malgré les revendications de la MIFN, il y a beaucoup de claims qui sont déjà de claims miniers enregistrés et renouvelés sur le territoire. Donc, Rodrigue l'a dit, ça fait au moins depuis autour de 2017-2018 qu'on travaille sur un recours. Ça a été déposé en janvier 2020. Les batailles judiciaires, ce sont des longues batailles, et comme Rodrigue l'a dit, on s'en va sûrement à la Cour suprême, on verra. Donc, les avocats d'Éco-Justice et du CQDE, on a déposé un recours judiciaire devant la Cour supérieure du Québec. Dans ce recours-là, la MIFN conteste la loi sur les mines et sa mise en œuvre au Québec. Ce qui était demandé à la Cour, c'était de déclarer que le Québec a l'obligation de consulter la nation avant de permettre l'exploration minière. Et donc de déclarer par le fait même que certains articles de la loi sur les mines sont inconstitutionnels. Ça, c'est ce qu'on a demandé. Ensuite, c'est enclenché un long processus judiciaire. En 2020-2021, déjà, Québec tente de faire rejeter le recours. Et ça ne marche pas, ça nous arrive quand même souvent dans nos dossiers. On essaie de casser ça tout de suite. Donc là, le recours est allé de l'avant. Et en octobre 2024, c'est là qu'on a obtenu un jugement de la Cour supérieure dans lequel la Cour déclare que Québec a l'obligation de consulter et d'accommoder avant de permettre l'exploration minière. Là, j'ai juste 10 minutes, je vais vous en parler rapidement, mais on pourra y revenir. Les 3 conclusions principales de la Cour. La première, c'est que les 3 critères pour déclencher l'obligation de consulter et d'accommoder sont rencontrés. Donc, on parle principalement de 2, c'est que Québec reconnaît les revendications territoriales et les droits ancestraux que la MIFN a ces revendications-là, et aussi qu'il y a un risque d'effet préjudiciable sur les droits de la MIFN, et j'y reviendrai parce que ça, c'est un point vraiment important. La deuxième conclusion principale, c'est que Québec a failli à ses obligations constitutionnelles en accordant des claims miniers sans consulter la MIFN. Et enfin, le Québec doit désormais consulter et accommoder la nation avant d'accorder de nouveaux claims et aussi par rapport aux claims existants à cause des impacts présents et futurs de ces claims depuis août 1991.
On n'a pas nécessairement eu tout ce qu'on voulait. Donc, la juge n'a pas déclaré que la loi sur les mines est inconstitutionnelle, mais sa conclusion, c'est qu'elle a estimé que dans la loi sur les mines, il y a une marge de manœuvre suffisante, donc il y a un pouvoir discrétionnaire suffisant qui permet au gouvernement de s'acquitter de son obligation de consultation. Donc, on a dit, la loi, comme elle est rédigée, vous devriez le faire, vous permet de le faire. Là, je n'entrerai pas dans le détail, mais la juge propose même dans sa décision des manières de faire ça. En comparant là, avec des manières de faire, comme par exemple quand on réserve ou on suspend, on soustrait une portion du territoire pour protéger un parc, par exemple. Donc, dans la décision, la juge va là. Malheureusement, mais sans surprise, Québec a fait appel de la décision, ce qu'on regrette, bien sûr. Québec affirme que le gouvernement n'a pas l'obligation de consulter avant d'accorder des droits d'exploration, que le dommage est purement hypothétique. Vous voyez, après, ça, c'est intéressant dans la discussion. Là où on en est, avant que je termine sur certains commentaires par rapport à cette victoire-là, parce que c'est quand même une victoire, il faut le célébrer quand on en a. Là où on en est dans le processus, c'est que le procureur général du Québec a déposé son mémoire, le CQD aussi, il y a des procédures d'appel incident, bref, différentes procédures. Le dossier suit son cours. Il y a eu des demandes d'intervention aussi, donc il y a d'autres acteurs importants qui vont venir apporter un autre éclairage à la Cour, donc des demandes d'intervention, notamment une qui a déjà été acceptée du Conseil tribal de la Nation Anishinaabe, et il y a aussi la PNQL qui a fait une demande d'intervention, puis il va y avoir une audience sur cette demande-là sous peu. Donc ça nous amène en janvier pour obtenir une date en 2026 ou 2027. La justice, c'est long. Les avocats dans l'équipe me le rappellent souvent. J'aimerais ça que ça aille plus vite. Donc là, on est à peu près là pour le calendrier. Et donc, je termine peut-être avec des réflexions sur cette victoire-là. Pour nous, c'est super important parce qu'on vient ici reconnaître que le fait de donner un claim, déjà, ça a un impact sur les droits de la nation. Ça, c'est super important et c'est un click and claim, là, on vient affecter l'exercice des droits ancestraux, que ce soit des pratiques de chasse, de pêche, mais aussi au niveau spirituel, au niveau des pratiques spirituelles et culturelles. Et ça, la décision est super claire là-dessus. Et ce qui est intéressant, et c'est là qu'on voit qu'une victoire s'ancre dans d'autres victoires, dans d'autres démarches, même au-delà du Québec, c'est que la juge s'appuie sur des décisions, notamment au Yukon, puis en Colombie-Britannique, pour venir reconnaître que oui, ça a un impact, puis on ne peut pas dire que ça n'en a pas. Donc, je vous l'ai dit, la position au Québec est assez forte là-dessus. Ils disent, eux, que le préjudice serait purement hypothétique. Ça, c'est leur position. Puis là, la juge a vraiment des passages hyper forts, je trouve, dans la décision, et qui dit que le dommage doit être vu de la perspective de la nation, au regard de leurs expériences dans leur territoire. Là, je vous cite des passages de la décision. Elle va même plus loin en disant aussi, et ça, Rodrigue a fait allusion tout à l'heure aussi, que c'est dans l'intérêt du public de favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones, puis elle ajoute, l'ensemble de la société a intérêt à œuvrer en ce sens. Ce n'est pas en faisant fi de l'obligation de consulter qu'on y arrivera. Donc là aussi, je pense que c'est nous, on partage, je pense, ce constat-là, on est nombreux, mais que ça va devenir l'asseoir et l'avoir dans des décisions comme ça, c'est important. Il y a d'autres recours similaires qui ont été intentés en Ontario. Comme je vous ai dit, celui-là fait déjà référence à des victoires aussi, des succès au Yukon, en Colombie-Britannique. Là, on a cette autre victoire-là. On va voir qu'est-ce qui va se passer en appel. Il y a ces recours en Ontario, donc on espère que quelque part, il va y avoir un effet domino avec ces recours-là. Mais je vais m'arrêter là-dessus, mais pour dire qu'au niveau de la reconnaissance des droits, notamment en lien avec la consultation, c'est une victoire, on s'en réjouit, puis on va mettre toutes nos expertises avec nos collègues ici, avocats d'éco-justice, à l'œuvre pour venir défendre, en fait, jusqu'au bout cette victoire-là. Donc, on travaille très, très, très fort pour les prochaines étapes en soutien de la nation américaine.
J'irai directement avec une question pour vous au CDBQ. Au CQDF. Les acronymes. OBC, avec la Colombie-Britannique, avec le jugement qui est arrivé, la province a déjà mis en place une modification de son système de click and claim pour un peu rencontrer les exigences que le jugement ou à la cour là-bas avait. Est-ce que vous connaissez la façon que c'est fait présentement ou est-ce que vous avez regardé comment ils ont réellement modifié le système de kick and claim pour respecter le fait qu'il doit y avoir une consultation au préalable de l'achat du claim lui-même? Est-ce que tu comprends ma question? Oui, je comprends. S'il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui est au courant de ça, ça pourrait être intéressant de vous lever la main et de nous expliquer comment ils font, mais ils ont modifié leur kick and claim. Un mandat pour QMM? Un mandat pour QMM? Je vais passer la parole à Rodrigue. Non, je ne sais pas, je vais passer la parole à Rodrigue là-dessus, mais je veux juste dire que nous, on en a bien profité, par contre, pour dire ici, ben là, est en train d'être réformée la loi sur les mines. Tenez compte de cette décision-là, puis comme vous le savez, ben, on n'a pas, les changements qui ont été apportés à la loi sur les mines ne sont pas satisfaisants à cet égard-là, mais on a certainement saisi le bon temps en disant qu'il faut absolument le faire, et Rodrigue pourra parler. C'est pour ça que je pense que c'est important pour nous, parce que c'est la chose qui nous pend au bout du nez, qui va découler de ce jugement-là, qui va avoir un grand impact sur le développement minier futur, sans parler des claims qui sont déjà achetés versus les claims qui s'en viennent. Mais c'est vrai que vous pouvez nous expliquer ça, parce que c'est ce qui va se passer éventuellement chez nous. Merci, je vais être bref parce que j'ai assez parlé. Très concrètement, techniquement, effectivement, en Colombie-Britannique, il y a une obligation qui est imposée au gouvernement. Je ne répéterai pas, tout ce que Marc a dit, c'est vrai. Ce qu'ils ont réalisé, ce n'est pas une révolution à ce sujet. Ce qu'il y a, c'est que les compagnies continuent de désigner des endroits où ils souhaitent obtenir des titres miniers, puis après, les nations autochtones sont consultées pour ces lots-là avant que, effectivement, le gouvernement leur attribue. Donc, il y a comme une espèce de moment tampon là, où la consultation peut s'effectuer suivant l'obligation constitutionnelle. Est-ce que c'est la meilleure manière? Mining Watch Canada, on souligne que c'est une avancée, mais après, concrètement, c'est un phénomène comme on observe ici au Québec. La surcharge qui est imposée sur les communautés de répondre en très peu de temps, dans un délai de 30 jours à parfois des milliers de claims en même temps, ils sont dépassés complètement par la charge. Fait que dans l'opérationnalité de tout ça, encore des défis. Cette affaire a été portée également en appel, je crois, partiellement, notamment par les nations autochtones, puisqu'elles sont deux. Là, ça reste à voir parce que les nations, ce qu'elles souhaitent qu'ils soient reconnus, c'est que la Déclaration des droits la loi sur instituant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones soit appliquée. Et là, dans cette affaire en Colombie-Britannique, la Cour de première instance, l'équivalent de la Cour supérieure, est venue dire que cette loi-là n'avait qu'une portée consultative et non pas force de loi, ce qui est un peu, à notre sens, incohérent, puisque une loi devrait avoir force de loi. Mais bon, je m'arrête sur cette question. En 3 ou 4 mots, c'est un peu compliqué ce que Rodrigue vient de nous expliquer, mais vous êtes déjà allés tous voir sur Click and Claim. On a l'écran, la province du Québec, ce qui est dans le potentiel minier du Québec apparaît comme avant, si on veut. Ben, OBC, présentement, tous les claims ne font pas partie du potentiel minier du Québec. Et donc, si on veut une transparence qui a été enlevée, donc ils visent un site, un rectangle, un certain nombre de kilomètres carrés. Ils ne peuvent pas le payer, ils le réservent si on veut leur carte de crédit. Ensuite, ils vont consulter la nation, sur laquelle se trouve le claim nitassinan de la nation. Une fois que ces consultations-là ont été faites, le gouvernement remet dans le potentiel minier de la Colombie-Britannique, donc change la couleur, il devient à vendre, puis ensuite, ce qui est sur la carte de crédit du gars qui a acheté le claim, ben, elle est passée, puis il peut acheter le droit d'exploration. Donc, ça fait comme en 2 temps, 2 mouvements. C'est pas parfait, mais ils ont été obligés de s'adapter. Donc, c'est un petit peu ce qu'on peut imaginer, nous autres, si on avait sur Click and Claim, tout sortir du potentiel minier du Québec, le Québec qui reste à vendre,
Puis ensuite, on doit négocier avant de le faire, puis ensuite il devient intégrant au potentiel minier du Québec, puis ensuite il peut être vendu. Je travaille aussi avec un organisme qui s'appelle Mining Watch, WMAN aux États-Unis, que certains de vous connaissent, qui donne des bourses pour engager des spécialistes comme ça. Aux États-Unis, il y a une historique d'avocats disponibles de façon pro bono pour aider différentes causes, dont la cause des communautés impactées par les mines. Ce qu'on ne trouvait pas au Québec avant le CQDE existe, on n'avait pas ça. C'était quelque chose qui nous manquait, puis votre naissance a été un petit peu, pas juste par la gang des mines, mais on avait ce besoin-là de services d'avocats qui étaient capables d'épauler les organismes comme les nôtres qui se battent pour des enjeux un peu particuliers. Donc, c'est le besoin qui a amené le service. Puis, là, comment on fait pour utiliser ces services-là? On le sait qu'on a tous besoin de se faire organiser. Moi, je l'ai vu, par exemple, dans le temps de Mine en eau. On s'est organisé, puis même encore quand il y a une consultation, on se sépare les thèmes. Il y en a un qui va parler de l'eau, il y en a un qui va parler d'ici. On fait un petit peu sommairement ce que vous avez structuré, qui fait partie d'un service que vous offrez avec une crédibilité beaucoup meilleure que les militants qui le font chacun dans leur coin. Donc, comment je ne m'attends pas à une réponse tout de suite, mais je pense que ça pourrait être intéressant pour les questions de la salle. Comment on fait pour avoir accès à vos services, même si on le sait qu'on en a besoin? On est rendu, la plupart des groupes ici dans leur bataille ont besoin de services d'avocats. Ça, on le sent de plus en plus, puis ça professionnalise, si on veut, les démarches activistes ou militantistes quand on est capable. Donc, vous pourriez chacun répondre avant qu'on passe aux deux autres, répondre à cette question-là. Comment on approche, comment on réalise qu'on a besoin de ça, puis comment ça coûte, puis qu'est-ce que ça implique si on veut avoir des services. Deux éléments peut-être sur le CQDE, puis je vous rassure, en intermission, ça accroche encore sur l'acronyme. Oui, ça arrive, fait que il n'y a pas de problème. Donc, c'est sûr, nous, on est une dizaine de personnes, là, on reste petit pour les besoins, puis je reste encore marquée par la carte avec la quantité de projets envisagés, puis ça, c'était avant l'élection ou l'arrivée de Trump. Donc, il y avait des besoins pour beaucoup plus d'accompagnement juridique, mais pas que. Cela étant, une des approches qu'on a, c'est pas toujours de l'accompagnement juridique qui permet aux citoyens de passer aux étapes suivantes. Donc, ça peut être de l'information juridique, puis parfois, des fois, on a eu beaucoup de retours positifs là, pour aider justement aux luttes citoyennes, à l'organisation. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on offre. Donc, on appelle ça la ligne verte. On a un formulaire sur notre site. Puis, quand l'équipe peut répondre, on répond. Comme je disais, on répond à plus de 400 demandes par année. Donc, ça, c'est une chose. On tente aussi d'appuyer nos partenaires, comme la Coalition, comme d'autres, quand il y a des besoins identifiés pour développer des guides, justement, ou des choses qui peuvent permettre de multiplier l'action, d'avoir un effet amplificateur. Donc, ça, on le fait aussi. On a une barre d'informations juridiques vulgarisée sur notre site qui s'appelle Obiter. Donc, parfois, des fois, les réponses aux questions sont là. Vous pouvez aller voir. J'en profite pour parler d'un autre outil qu'on vient de lancer parce qu'on a parlé aujourd'hui. Le droit, c'est une chose, mais moi, j'ai eu la chance je découvre en fait un peu plein de batailles citoyennes très importantes sur le territoire. Moi, j'ai eu la chance, avant d'arriver au CQDE, de travailler avec des communautés, notamment les Premières Nations, dans différents pays, notamment en Équateur et ailleurs. Et même quand on a une constitution, par exemple, qui protège les droits de la nature, le droit, ça ne suffit pas et c'est toujours tributaire des rapports de force, justement, de la politique, des dynamiques de pouvoir à l'œuvre. Puis là, en plus, je parle d'Équateur. En ce moment, la répression est hallucinante en Équateur sur les personnes qui se mobilisent face à l'industrie minière, notamment. Donc, le droit, c'est une chose, mais ça fonctionne juste. Ici, on l'utilise bien et qu'il y a une forte mobilisation sociale. Donc, la concertation, la coordination, l'organisation, c'est essentiel. Un des outils qu'on vient de lancer au CQDE en partenariat avec l'Institut du Nouveau Monde, c'est une veille législative et réglementaire. Vous allez tout en bas, cqde.org, tout en bas, il y a le lien vers la veille législative. Puis ça, c'est un courriel une fois par mois, mais qui montre les différents projets de loi qui sont proposés, règlements au Québec. J'en parle parce que, là, on est bien sûr sur un sujet aujourd'hui, mais il y a un cadre plus large de notre démocratie, puis en ce moment, elle est en train de s'effriter, notre démocratie, avec des dispositions dans des lois qui sont
à notre avis, absolument inacceptables et qui viennent vraiment ébranler l'état de droit. Et si on n'a plus ça, nos mobilisations est encore plus difficile. Donc, comme citoyen, je pense que c'est important d'en être tenu informé et aussi d'interpeller vos élus pour dire à quel point certaines de ces dispositions peuvent vous paraître, si bien sûr c'est votre analyse aussi, inacceptable dans une démocratie. Donc, c'est maintenant qu'il faut la protéger parce qu'après ça, c'est toujours plus difficile de refaire ces gains-là. Donc, ça, c'est un outil que je voulais mentionner aussi. Sinon, pour quand il y a des besoins, donc ça nous arrive de représenter, donc comme dans ce dossier-là, mais sinon, on tente aussi de faire du référencement, donc de référer à des avocates alliés. Il y en a certains dans la salle ici aussi, de plus en plus, mais je ne vous le cacherai pas, il en manque quand même. Mais on travaille fort aussi à qu'il y ait davantage de ressources disponibles, y compris juridiques, là, pour les communautés. Oui, on peut passer la parole à côté, justement. On s'en va vers le droit autochtone aussi, puis tout ça. C'était, je vais faire un petit aparté là-dessus. Dans notre militantisme, la première question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'il y a des Autochtones dans le coin? Parce qu'on le sait que les Autochtones ont un beaucoup plus grand pouvoir que nous autres, mettons les Blancs, sur l'utilisation ou l'occupation du territoire. Moi, je viens d'une région, la Côte-Nord, où il y a des Inuits. En Abitibi, il y a des Autochtones aussi. Mais ce n'est pas toutes les régions du Québec qui ont des Autochtones. Donc, ça va être le fun d'entendre la prochaine histoire, de voir comment, concrètement, les Autochtones ont utilisé, si on veut, le droit autochtone coutumier versus nous autres, qu'on cherche des alliés qu'on n'a pas souvent parce que les Autochtones ne veulent pas se prononcer ou il y a des processus de consultation qui est toujours en parallèle. Tu sais, on parle beaucoup de réconciliation, mais le système, présentement, nous oblige à fonctionner de façon parallèle. Il y a des consultations juste pour les Autochtones, il y a des consultations pour tous les autres citoyens. Puis si on n'a pas des liens de famille ou des contacts ou de la proximité, c'est très difficile de prendre contact avec les conseils de bande ou avec les responsables, comme certains d'entre vous sont. Donc j'ouvre ça là, avant que ça commence pour voir dans notre tête qu'on enlève ce mur-là, qu'on essaye de penser ensemble, de penser l'un pour l'autre ou l'un vers l'autre. J'aimerais juste faire un petit point d'ordre avant. Je m'excuse de le contredire, Marc, mais les 11 nations autochtones, leur territoire couvre l'ensemble du Québec. Oui, oui. Mais je pense peut-être si tu voulais préciser ta pensée à ce sujet-là, parce que je sais que tu le sais. Là, je sais que je le sais, puis je sais que le titre... je sais que le titre pourrait même s'appuyer puis s'appliquer sur les terrains privés. Puis je travaille avec d'autres organismes en Nouvelle-Écosse où il y a une stratégie présentement qui permet, par exemple, au Canard illimité, de demander à ce que le titre autochtone, ce transparent-là, sur la carte, soit rajouté sur le dessus de leurs affaires. Des terrains privés aussi, qui travaillent présentement contre un développement minier de l'or ou de l'uranium en Nouvelle-Écosse, qui demandent que le titre s'applique par-dessus en transparence sur leur terrain privé. Oui, effectivement, les Autochtones sont partout, mais ce que je voulais dire dans le sens où c'est pas dans toutes les régions, où on les côtoie toujours, où on vit avec eux autres. Donc, il y a cet enjeu-là qu'il faut que les gens des régions où il n'y a pas d'Autochtones dans leur coin réalisent qu'effectivement le titre est sur l'ensemble du territoire du Canada puis de la grande tortue de l'Amérique du Nord. Ça, j'en suis très, très conscient. C'est les frontières qui ont été mises en place. Ce n'est que par les États ou les gouvernements qui ont mis des clôtures, si on veut, sur des bouts de territoire qui sont souvent les frontières de bassin versant. Mais où je voulais en venir, c'est les gens qui ne sont pas habitués de penser avec ou comme les Autochtones s'ouvrent un peu pour réaliser qu'on vit tous sur un terrain autochtone. Puis au Québec, on est tous un peu autochtones, comme tous les Autochtones sont tous un peu blancs aussi. Là, il y a eu du mélangeage, mais on ne s'embarquera pas là-dedans aujourd'hui, mais je voulais le dire dans le sens que quand moi j'aide des groupes, il y a souvent cette première question-là, êtes-vous proche d'Autochtones ou non? Avez-vous accès aux Autochtones ou non? Est-ce qu'il y en a sur votre territoire ou non? Puis il y a une grande dichotomie entre les régions par rapport à ce qu'ils côtoient ou ne côtoient pas les Autochtones. Merci pour la précision. Donc, Koik, Zanchin Kashin, Pequakerenu, Napeshkwe Onen, Pequakemet Sinochin,
Là, j'imagine absolument tout le monde ici a compris ça. Oui. Il y a quelques-uns qui ont compris, au moins, enfin. Donc, des fois, ça arrive, je suis dans une salle, personne ne comprend, puis je me dis, bon, ben là, leur Inou est un peu rouillé, là, tu sais. Ça arrive. Donc, pour ceux-là, tu sais, justement, si votre Inou est un peu loin, votre Néo, en fait, j'ai dit, ben bonjour, mon nom c'est Xan, je suis Pequaquaminou, deux esprits, donc Napeshqueo, c'est ce que je veux dire par là, pour ceux qui ne savent pas. Donc, je viens du Lac-Saint-Jean, du Pequaquamids, donc de la communauté de Mashtreas. Donc, voilà. Sinon, j'hésite à intervenir là-dessus. Non, en fait, on a... Ben, je vais revenir. Ok, on va commencer par un peu d'où je viens, de qui je suis, tout ça, comme ça aussi, ça va donner une meilleure idée d'après ça, où est-ce qu'on s'en va. Donc, moi, j'ai commencé en fait à me mobiliser pour, en premier, dans des causes, tu sais, justement, par rapport à l'environnement, ben, même si c'est tout par rapport à l'environnement, la protection du territoire, tout ça, tu sais, mais comme plus dans des milieux allochtones. Tu sais, comme par exemple, moi, tu sais, là on parle, tu sais, de la question des victoires, tu sais, ce panel-là. Ma première victoire, personnellement, au niveau, en groupe évidemment, mais c'était par rapport à GNL Québec. Tu sais, j'avais 21 ans, je pense que ça a été abandonné. Fait, je vous laisse deviner que je suis un peu le plus jeune sur le panel probablement, mais tu sais, c'est récent, mais ça fait pour moi, c'était quand même ma première victoire, ça m'a marqué en fait. D'avoir quelque chose qu'on gagne, ça nous donne le goût de continuer, ça nous donne le goût de nous battre. Après ça, voir à chaque fois qu'il y a un autre projet, ou le même des fois qui veut revenir, qui veut que le gouvernement est comme « Hey, mais là, on y repense en fait, tu sais, pour ça nous donne encore plus le goût de se battre pour d'autres raisons, tu sais. Mais c'est important de parler de ces victoires-là. Puis tu sais, c'est ça, puis tu sais, j'ai commencé dans les milieux environnementaux, écolos, par rapport à ça, mais un peu dans différentes autres choses aussi. J'ai été, ce qui m'a aussi donné un boost après ça, ça a été par rapport à la COP15 sur la biodiversité, parce que j'étais avec un groupe contre la COP15 en fait. Donc au lieu de toutes les personnes qui étaient pour, tu sais, dans la COP15, ça a permis aussi de mettre, on a eu une très grande attention médiatique en ce moment-là, contre la COP15, que ça a permis de faire que, de dire aux gens, de mettre ça dans l'imaginaire des gens que c'est pas nécessairement bon, ces choses-là, que ça peut des fois causer plus de tort que de bien, que c'est des choses, en tout cas moi je considère qui sont quand même... Tu sais, puis je vais pas blâmer quelqu'un qui va là-bas, tu sais, tout ça, on a toutes nos manières de voir, mais moi personnellement, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'autres manières de changer les choses que ça. J'ai pas ça sur mon sel. J'ai la même arme. Donc c'est ça. Bref, c'est de là que je viens un peu pour vous donner une idée. Ensuite, j'ai commencé plus... je suis pas dans le bon ordre, mais tu sais, j'ai commencé un peu plus à vraiment faire comme « Hey, je vais me battre pour ma nation, je vais me battre pour mes droits en tant qu'Inou. » Et aussi avec d'autres nations, entre autres par exemple par rapport à Six Nations en Ontario que j'étais allé pendant le shutdown au Canada, qui m'a permis aussi de faire genre hey, faut qu'on se batte, faut qu'on fasse ça, on peut pas, tu sais, genre le désir, le besoin urgent de pas rester silencieux face à tout ça, tu sais. Donc voilà. Puis là, on en vient à pourquoi j'ai été invité aussi aujourd'hui, c'est par rapport au BL 97 cet été. Cet été, c'était en avril, je pense que c'est sorti, là. Puis on parlait depuis quelques mois déjà. J'ai été... tout mon été, en fait, puis une partie de mon automne a été entièrement dans la lutte contre le BL 97, sur la réforme du régime forestier. Et ça a été intense, ça va revenir intense bientôt aussi, je pense, là, mais... c'est ça, fait qu'avec ça, il y a eu des blocus qui ont été montés dans certaines communautés, dans certaines nations, beaucoup chez les Nélisioques, les Atikamekw, mais pas que, les Inuits aussi ont fait aussi, en tout cas, il y a eu plusieurs nations qui ont manifesté, surtout Inuits et Nélisio, mais c'est ça, il y a eu plusieurs nations ensemble qui se sont concertées, puis c'est ça. Et ensuite, c'est ça, fait que, puis nous, moi de mon côté, j'habitais à Montréal, j'habite encore pour l'instant à Montréal, et il y avait un besoin en ville aussi de montrer aussi en tant qu'Autochtone, mais oui en ville, mais Autochtone quand même, qu'on a un grand amour pour notre territoire, qu'on n'est pas d'accord non plus, puis c'est sûr on peut pas aller bloquer une route quand on est en ville, temporairement oui, mais pas, on s'entend pour plusieurs mois, mettons.
Puis il faut que les gens soient conscientisés aussi en ville de qu'est-ce qui se passe en territoire, parce que des fois ça peut sembler loin pour les gens, mettons à Montréal, de s'imaginer, même ne serait-ce que de s'imaginer le territoire en tant que tel. Moi, je me suis rendu compte des fois que c'était comme quasiment abstrait, t'sais. C'est comme si le territoire n'était pas irréel, mais qui n'est pas conscient, qui n'est pas présent de jour en jour quand il est très très là, puis de moins en moins. T'sais. Fait qu'avec d'autres personnes, on s'est alliés, avec d'autres personnes autochtones, on a fait plusieurs manifestations cet été, on a été beaucoup dans les médias, on a sensibilisé, on a permis aussi aux gens, des fois, d'avoir un point aussi. On parlait tantôt, il y avait la question de genre le lien autochtone-allochtone, des fois aussi, d'avoir, nous c'est le FRAP, on a créé le Front de résistance autochtone populaire. Fait qu'avec les réseaux sociaux, entre autres, dont avec mon ami Émilie Fleming Dubuc, que peut-être vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, entre autres, et ailleurs dans les médias, de vulgariser ça, de rendre ça accessible, de rendre ça comme que les gens nous textaient pour faire genre, hey, comment on fait pour aller aider sur les blocus? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au PL 97? Hey, je suis de tel endroit, là, ça, tout ça, il y a ça qui se passe. Ça a été aussi un point de contact qui est essentiel aussi à faire, je pense, à avoir. Fait que voilà. Puis là, comme ça avait peut-être en septembre, oui, pendant la chasse, fait qu'en septembre, ouais, ça a été abandonné par le PL 97. Moi, je l'ai su quasiment une fois que j'ai reçu une demande d'entrevue parce que, comme je dis, j'étais à la chasse, là. C'est ça, tu sais, puis ça a été abandonné là. Puis c'était. Je sais pas si je vois ça complètement comme une victoire là, non plus, là, parce que ça va revenir sur une autre forme. Puis ça, on pourra peut-être en revenir plus tard. Mais parce que c'est le fun de se dire yes, on a réussi. Puis je pense que sans la mobilisation que les différents groupes comme autochtones, allochtones et autres, partout, s'il n'y avait pas eu ça, et il aurait continué, personne ne s'en serait rendu compte. Ça a pris quand même un bout là, avant que les gens commencent à en parler. Tu sais, le projet est sorti en avril, puis c'était nulle part, c'était pas dans les médias, c'était pas nulle part. Ça a pris justement que. Ça a pris que de tous les blocus, en fait, ça a pris qu'après ça, la PNQL et d'autres groupes comme parlent, ça a pris qu'il y ait des gens qui soient contre les personnes qui bloquaient, qui affirmaient leur droit ancestral, en fait, pour que ça commence à en parler des médias. Il a fallu qu'on reçoive des menaces, de la violence, tout ça, pour qu'ils commencent à en parler, les médias, là, honnêtement, je considère. Fait que c'est ça, mais bon, ça va venir. Mais en tout cas, pour l'instant, on se dit, ça nous permet d'avoir un moment de pause pour mieux se préparer. Voilà d'où je viens, de qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Puis maintenant, là, je voulais revenir là-dessus, le point de lien de contact, en fait, avec les nations autochtones et tout ça. Oui, évidemment, quand on se bat dans des causes environnementales, pas mal toutes, là, c'est comme. Faut le faire de concert avec nous autres, avec les différentes nations, la nation qui occupe le territoire et autres, mais je trouve qu'il y a aussi, puis ça je m'en suis rendu compte énormément cet été, il y a aussi le poids qu'on se fait mettre à justement être de l'avant, être tout le temps en avant, puis comme. Puis là, c'est drôle à dire parce que oui, il faut qu'on soit en avant tout ça là-dedans parce que c'est quand même, c'est nos territoires ancestraux et tout, c'est là comme, puis, c'est les ancêtres qui ont pris soin du territoire jusqu'à maintenant pour que maintenant ils soient encore là, même si là, il est détruit quand même de plus en plus, mais qui a les savoirs pour pouvoir continuer à en prendre soin, mais en même temps, tout le monde peut agir, tout le monde peut, c'est ça, c'est ça, par rapport à ça, je comprends ce que tu voulais dire, mais j'ai comme un petit, mal avec ça un peu, ouais, c'est ça, comme par rapport à ça, parce que je trouve qu'on se fait trop tout le temps mettre le poids, puis après ça, de ça, puis, je sais pas, là, juste, genre, c'est ça, j'ai dit aussi aux gens tout l'été, parce que, c'était comme, qu'est-ce qu'on peut faire? Prenez des initiatives, prenez, tout ça, oui, comme, soyez pas, cave, là, je suis désolé, mais c'est ça, mais je pense que n'importe qui veut agir, peut agir, puis comme, doit le faire, a la responsabilité, en fait, de le faire, puis c'est un de mes amis qui me disait ça, que lui, il a dû, comme, justement, comme, bloquer sur son territoire aussi, puis tout ça, puis que, il disait, Xan,
sais, parce que là, j'étais comme, tu sais, moi, je suis pas comme, tu sais, mettons, Catapultec qui est genre ton chef, tu sais, d'un territoire, tu sais, je suis pas comme tout ça, mais c'est comme l'exemple, t'es un gardien de territoire, mais chaque être humain l'est. Chaque être humain a la responsabilité, on a une responsabilité collective de faire ce qui est bien pour le territoire, pour qu'il survive pour les 7 générations futures. Et ça, c'est pas juste les Autochtones, tu sais, c'est allochtones comme autochtones, fait que, voilà, c'est juste ça que je voulais dire là-dessus, puis tout est un territoire autochtone, évidemment. Puis c'est vrai qu'il y a certaines nations que l'accès au territoire n'est pas le même parce que des raisons coloniales, on s'entend tout ça, là, tu sais, puis l'histoire, on n'ira pas dans les détails de l'histoire, mais comme ça reste que, à la fois, genre, on n'est pas difficile d'approche là, à ce que je sache, tu sais, pas nécessairement, c'est sûr, si vous passez par le conseil, ça peut être compliqué dans certaines communautés, dans certaines nations, mettons, tu sais, mais en tout cas, c'est ça, il y a ça, mais il y a aussi prenez des initiatives, puis pourriez être surpris pour le mieux, puis de juste voir que justement, les initiatives sont prises par les gens directs, ça ôte un poids, puis je pense que ça fait du bien aussi à l'autre. J'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Le conseil, dans vos démarches cet été, est-ce que vous étiez avec les différents conseils ou un petit peu comme nous autres, les conseils municipaux, dans chacune des régions, c'est pas la même chose? À cette île, le conseil municipal est très pro-minier, à Val-d'Or, à Chibougamau, dans des endroits comme ça, mais si on va dans Gatineau ou dans des endroits où ils ne sont pas habitués à avoir des mines, les conseils municipaux peuvent être aidants, si on veut, dans nos démarches contre des mauvais projets miniers. Mais dans votre démarche cet été que j'ai suivi beaucoup, là, Première Nation Mamou, puis avec Canapé, là, parce que sur la Côte-Nord, il y a un gros enjeu de bois Saco, Sacré-Cœur, tout ça. On ne nous a pas beaucoup parlé de vos démarches. Il fallait les suivre sur Facebook. Les médias ne vous ont pas donné une immense couverture. Le gouvernement n'a pas parlé de vous pratiquement très, très peu. Donc, je me demandais si votre démarche était un peu militante à côté des conseils de vente comme de nos élus municipaux, ou est-ce que c'était avec eux autres, ou est-ce que c'est venu par la suite, ou est-ce que ça s'est développé? Ben, je pense que là, la question des conseils, c'est une question qui existe à chaque fois. Mais c'est ça, puis comme de toute évidence, on ne sait pas les Autochtones, c'est le même, tout, puis chaque conseil est différent aussi, puis tout ça. Mais après, mettons, puis de ce que j'ai vu, mettons, cet été, il a fallu que, en premier lieu, comme tu parles, mettons par exemple à Mamou, qui était un groupe justement de comme plusieurs chefs héréditaires, tout ça, de plusieurs chefs de territoire qui se sont allés ensemble, de différentes nations, mais il n'y a pas eu juste Mamou, il y a tout ça, comme. Ça dépendait vraiment, je pense, d'une communauté à l'autre, l'appui ou non des conseils. Il n'y a pas eu d'appui clair, de toute évidence, mais puis par rapport spécifiquement au PL87, je pense que ça, il y a eu quand même toutes les communautés, à ce que je sache, étaient contre le projet de loi 97. Genre, j'ai pas entendu parler d'une communauté qui appuyait ça. Puis, la PNQL aussi était contre, tout qui représente pas mal de manière officielle les communautés. C'est ça. La PNQL, c'est l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, pour ceux qui ne savent pas. Par rapport à PL87, c'est sûr qu'il y a eu une opposition de tout le monde. Là, je pense que c'était assez généralisé, mais c'était aussi assez généralisé dans la population aussi au complet. Par rapport au blocus spécifiquement, là, après ça, c'était plus compliqué. Comme si je prends l'exemple par exemple, je vais donner un exemple de 2 ans de Manawan. Il y a eu des blocus, tout ça. Il y a eu le kilomètre 16, kilomètre 60 qui sont comme en chemin vers Manawan. Puis là-bas à Manawan, il y avait pendant un bout le conseil là-bas qui appuyait entre autres financièrement les blocus. Puis là, à un moment donné, ils ont enlevé leur appui. Parce que là, Québec, le gouvernement a commencé à vouloir négocier. Puis là, évidemment, s'ils voulaient négocier avec le conseil de vente et non les chefs de territoire, par exemple, c'est ceux qui sont responsables d'un territoire ou d'un autre. Mais là, après ça, le conseil était comme « Ah, ben là, on a des négos, fait que là, on vous appuie plus parce que là, il y a des négociations en cours. » Puis là, après ça, les personnes qui étaient là à bloquer, étaient comme... Il y avait une certaine frustration, là, évidemment, parce que là, il n'y avait plus l'appui. Fait que c'est comme toutes les questions, genre... C'est ça, c'est une question assez touchée, les questions des conseils, mais c'est comme... Moi, je me dis, tant mieux quand on a l'appui,
Puis si on n'a pas l'appui, ben, on va quand même faire ce qu'il faut pour le territoire, pour le protéger, tu sais. Moi, c'est comme ça, je vois ça. Puis je suis content, j'ai été content de voir que cet été, il y avait plusieurs des conseils de vente qui se mobilisaient. Tu sais, en HLS, on a eu des mobilisations qui étaient organisées, tu sais, même par, justement, par le co-communiste Stacklegan, comme le conseil final. Mais après ça, c'est pas juste ça. Puis après ça, il faut pas que. Moi, genre, c'est sûr que si, après ça, la PNQE, par exemple, s'attribue la victoire contre le PL 87, mais là, à un moment donné, je vais me dire, peut-être pas, tu sais. Comme, oui, entre autres, ça l'a aidé, mais c'est pas juste ça, tu sais. Fait que c'est plus de reconnaître des deux côtés, genre, comment on peut se compléter, des fois. Sur la Rouge, j'ai aussi accessoirement un conseiller municipal à Grenville-sur-la-Rouge. Je le dis un peu avec un clin d'œil, mais vous verrez la suite aussi. Il y a 8 ans, en fait presque 9 ans, en janvier 2017, je ne connaissais rien du tout du domaine minier, du domaine municipal, du domaine de la préservation des eaux, du cadre légal, de la protection du territoire avec la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole. J'étais vert. Ce matin, François mentionnait, vous êtes au début d'un marathon. On espère, nous, être à notre 42e kilomètre, peut-être le dernier 200 mètres, parce qu'on va être devant le tribunal administratif dans 2 semaines, le 2 décembre. Mais reprenons un peu l'histoire au début. Donc, on fait affaire à un projet minier pour l'exploitation d'une mine de graphite. Et j'ai ressassé un peu mes notes. Curieusement, et là je regarde Louis, en 2013 déjà, la compagnie mentionnait que c'était pour des applications militaires. Donc, il y a toujours eu cette corde sensible-là, je pense, au niveau du financement pour attirer les actionnaires éventuellement. Donc, on a affaire à une compagnie qui est une junior, qui cherche un filon de graphite, mais qui auparavant a cherché un filon de vanadium, qui auparavant a cherché un filon de you name it. Et là, c'est la mode du jour, on va chercher un filon de graphite. Et ils atterrissent chez nous, mais c'est un projet un peu particulier parce qu'on est en terre privée et non pas en terre publique. C'est un terrain qui appartient à un exploitant forestier. C'est zoné agricole, donc pour faire des activités d'exploration minière, ça prend une autorisation de la CPTAQ, que je vais appeler commission à partir de maintenant pour simplifier un peu le langage. Et le projet est sorti de façon publique pour la première fois en décembre 2016, où est-ce qu'à l'époque, le conseil municipal a émis un avis de conformité sur une demande devant la commission. Et c'est là que c'est sorti du sac et que, comme citoyen, on s'est levé à ce moment-là, tu réclamais ça. Je ne veux pas revendiquer l'exclusivité, mais on fait partie de ces citoyens-là qui se sont levés. Fait que je me souviens cette journée-là de... J'y arrive. Je me souviens de cette journée-là en janvier 2017. C'était comme hier, là, à moitié tempête, et une centaine de citoyens dans un sous-sol d'église. C'est quoi là, cette patente-là? C'est quoi cette position-là du conseil municipal? Fait qu'on s'est organisé, on a créé un comité qui s'est appelé SOS GSLR. Et on a commencé à regarder, OK, comment on s'organise? Fait que 3 semaines après, on a fait une réunion dans une salle communautaire où on a réuni 300 citoyens. Je vous en parle, parce que vous voyez la gradation où on prend un momentum, puis tout est là, c'est le momentum pour s'organiser. Mais n'oubliez pas, c'est un marathon, c'est pas tout le monde qui peut courir un marathon non plus. Et donc, dans cette salle communautaire-là, en février, la compagnie minière entend parler qu'on aura une réunion et nous demande « Hey, est-ce que je peux venir participer avec vous? » Oui, hein? Fait que vous verrez, les compagnies minières sont très bonnes à venir manger dans notre lunch. Nous, comme citoyens, on a réservé une salle communautaire, on a payé la salle communautaire. Et lui, il est venu dans notre lunch et ça a été aussi ma première rencontre avec le géologue. Et
comme certains ou beaucoup d'entre vous, ces premières rencontres-là, c'est une rencontre avec le premier mensonge de la compagnie minière, qui me dit « Ah, il n'y aura pas de problème, écoute, il y aura juste 10 camions par jour qui vont venir. » OK? Tes camions, ils poussent-tu dans la mine ou ils font des allers-retours? Ça fait 20 camions. Puis tu dis que tu vas vendre aussi tes stériles. Avec les revenus que tu prétends, je pense qu'on en ajoute 60. Fait qu'il y a un ou deux qui ne savaient pas compter, c'était manifeste. Je passe par-dessus plein d'anecdotes, là, mais arrivons au mois d'août, on décide un groupe de SOS GTCLR, on se dit, il y a une élection municipale qui s'en vient. On va aller prendre la mairie. Ouais. Et en novembre, pardon, je vais arriver. C'est mon verre de moi, j'ai d'eau. Ça va m'aider. Un gin, t'as besoin. J'habite dans les municipalités, j'habite sur un chemin qui s'appelle le chemin Scotch. Parce que dans le cadre historique de la chose, les premiers Écossais qui sont venus au Québec, parce qu'il y en a eu, sont entre autres venus dans notre coin et il y avait un settlement, ça s'appelait donc une communauté écossaise qui s'est établie en 1820. Mais c'est une autre histoire. Ouais. C'est bon, ça fait une Oui, ça permet. Donc, en novembre 2017, on a pris la mairie et toute notre équipe a été élue. Et parmi les choses qu'on a fait, parmi les premières actions, puis là, sans aller dans le fin détail, mais pour que vous voyez un peu, c'est qu'on a émis un avis de non-conformité sur le projet, ce qui a provoqué que la commission a fermé le dossier. Mais là, c'est compliqué. T'sais, quand on met sur Facebook, c'est compliqué. C'était compliqué. Fait que ça nous a permis de se faire connaître parce qu'on a hérité d'une poursuite de 96 millions de dollars. Cette poursuite-là, quand la mise en demeure a été émise, nous, les 6 conseillers et le maire, on était nommés personnellement dans la poursuite. Et non seulement on était nommés, mais aussi il y avait une clause dans la poursuite qui disait « Et tout citoyen qui prend part au débat public pour nuire au projet pourra être ajouté à la poursuite. » On s'est présenté à la Cour supérieure en disant « Écoutez, c'est une poursuite bâillon. » Le juge a dit non. C'est pas une poursuite bâillon. Il y a un autre événement, ah oui, il est vraiment important. Des fois, l'histoire, il y a un alignement dans l'histoire qui est important. Je parle de cadre historique général. 2 jours avant qu'on ait cette poursuite-là, 2 jours avant que la poursuite soit déposée en mars 2018, la Cour supérieure a rendu un jugement dans le cadre de l'affaire Grastem contre la municipalité de Ristigouche, partie sud-est. Ça, c'est dans l'histoire des gaz de schiste, où est-ce que la municipalité demandait une distance séparatrice de 2 ou 5 kilomètres quand il y avait des forages pour les gaz de schiste pour protéger les eaux. Et la juge a donné raison à la municipalité et elle a dit « Les municipalités, vous avez la responsabilité de protéger l'intérêt des citoyens et l'environnement. » Et si votre conseil municipal n'a pas compris cette chose-là, il va falloir leur rappeler. Parce que nous, c'est la base du travail municipal qu'on fait. Notre responsabilité, même si on n'a pas énormément d'outils, c'est de protéger l'intérêt des citoyens et l'environnement. Sinon, on ne va pas arriver à vivre dedans. Je veux vous libérer pour la bière. La bière, pas juste... On va à la souche tantôt, là. La bière est aussi pour moi. Mais... Ça m'a fatigué, je pense. J'aurais encore 1 million de choses à dire, mais
pour l'essentiel, suivant la poursuite de 96 millions, il y a eu un règlement hors cours où est-ce qu'un certain nombre de conditions ont été établies. L'une de celles-ci, c'était que la compagnie minière permettait à ce que des experts mandatés par la municipalité puissent valider des expertises de la compagnie minière. Donc, on est dans le cadre des audiences pour la Commission de protection du territoire agricole. Dans l'entente hors cours, on permettait évidemment aussi à ce que la Commission étudie le dossier. Fait qu'on... La poursuite est réglée hors cours, parfait. La Commission émet une première orientation préliminaire qui permet très partiellement le projet, donc on va en audience publique. La municipalité décide de mandater des experts, soit un agronome, un hydrogéologue et un ingénieur forestier, pour valider les études de la compagnie minière Canada Carbone. La compagnie nous dit « Non, c'est pas le temps, c'est mais qu'on sera au bac, puis devant le ministère des Ressources naturelles qu'on travaillera là-dessus. Pour l'instant, vous n'avez rien à dire. » On a quand même mandaté nos experts qui ont déposé leur contre-expertise sans toutefois aller sur le terrain. Et en bout de ligne, la commission en 2021 a rendu une décision qui disait non, vous ne pouvez pas exploiter la mine. Et les experts nous ont démontré que vous n'avez pas fini. Continuez l'exploration, vous reviendrez dans 2 ans. Je vais conclure dans 2 secondes. Donc 2 années plus tard, en mars 2023, la compagnie minière a redéposé de nouvelles études. On a remandaté nos experts. La municipalité est rendue à peu près à 400 000 $ de frais là, sur la run. Et en mars 2025, donc ça fait quelques mois, la commission a dit non, il n'y aura pas de projet, ça ne marche pas. Évidemment, la compagnie minière conteste la décision, donc ils ont demandé un appel et c'est notre dernier 200 mètres de marathon, peut-être. On sera le 2 décembre devant le tribunal administratif pour tirer ça au clair. Donc ça, c'est notre aventure. Je pense qu'on a fait beaucoup de chemin. Pour d'autres dossiers, on a ouvert le chemin malgré nous, mais aussi on a cohabité beaucoup d'entre vous. C'est très émotif, hein? Mais beaucoup d'entre vous nous avez aidé à avancer aussi. Je vais broyer moi aussi. La lutte de Grenville sur la rouge, puis la lutte de coalition claim, qui a même forcé le gouvernement à changer le fameux claim de nom, a permis de soustraire du potentiel minier du Québec tous les terrains privés. Donc ça permet, mais c'était un peu trop tard parce que c'est déjà fait, puis là il y a une zone grise entre ceux qui étaient vendus avant ou pas. Dans le temps de l'uranium, on avait réussi à soustraire toutes les zones urbanisées de toutes les villes du Québec quand on avait acheté Clim en dessous de l'Assemblée nationale. Puis, dans le territoire agricole, est venu à la dernière modification de la loi aussi qu'il n'y a plus de possibilité d'acheter Clim sur le territoire agricole. Donc, c'est des montagnes russes, il y en a d'autres qui ont vécu des émotions fortes. Le projet prioritaire de Carney cette semaine, Matawini, qui n'est pas la coalition Matawini, mais qui est le projet à Saint-Michel-des-Saints, à Manoine, c'est la vie des gens qui militent contre des projets de mine. C'est une montagne russe. Quand ça descend, tu pleures. Quand ça monte, tu ris. En haut, tu t'amuses. En bas, tu t'amuses encore plus. Tu vires une brosse, puis tu recommences. C'est comme ça. Puis ça dure des années. Ça fait 15 ans que je suis ici. Même bientôt 16, peut-être plus. Ça fait 17. Ça fait 17. Tu vois comment ça va vite. Puis on est encore, puis j'ai encore le goût de broyer quand j'entends Legault, puis quand j'entends Carney de ce temps-ci, puis quand je vois ce qui se passe en France avec Macron, aux États-Unis avec Trump. Dans tous les pays, c'est la même chose. On tasse la démocratie, puis on l'a vécu. Je vois un avocat qu'on a travaillé avec à cette île pour l'hôtel de ville dernièrement.
les citoyens se font rabaisser dans la médiocrité démocratique organisée qu'on élit sans même aller participer et voter, souvent avec des pourcentages de 30-40% dans les élections où on met les gens en place, puis l'industrie, les lobbyistes s'organisent pour mettre le pion à leur place. Donc, des gens comme ça, puis chapeau des citoyens qui ont pris le contrôle pour se présenter, mais il faut réaliser que c'est dur sur le monde, puis on ne peut pas non plus permettre ça à vitam aeternam, puis un jour, j'espère que les choses vont changer, qu'on va être capable ensemble, mais dans les exemples qu'on a vus, 2 consultants qui ont aidé des citoyens de la base, des gens de grassroots group, comme on dit en anglais, à s'organiser puis à faire en sorte que la queue fasse bouger la tête. Ça se peut. On l'a vu. Tu sais, dans l'uranium, là, je donne l'exemple qui est toujours flagrant. Mathieu Kounkoum, le grand chef de la Nation Cri, était sur le conseil d'administration de la compagnie qui menait le projet Matouche. Il était sur le conseil d'administration. Puis à un moment donné, j'ai été dans une salle avec 49 chefs des Six Nations jusque dans l'Est. Puis Mathieu Kounkoum était assis là, j'étais le seul blanc en avant de 49 chefs. Puis il a dit, Monsieur Fafard, en avant des 49 chefs qui sont là, je vous promets qu'on ne fera pas comme on a fait avec Greenpeace dans le temps de la Grande Baleine. On va vous utiliser pour faire monter les enchères. Puis quand on va avoir obtenu l'argent qu'on va vouloir, on va vous laisser tomber. Pourquoi il a dit ça? Parce que ses citoyens, sa base, les membres de sa communauté l'ont forcé à comprendre le gros bon sens. Puis il a représenté la position de toutes les mères, les grands-mères, les enfants, les grands-pères de Mouchoum de sa communauté. Il devait respecter son engagement. C'était pas une affaire de business, c'était une affaire de territoire, de cœur, de valeur. C'était ça la différence. Ça venait de la base. Donc la morale, tout de suite, je pense que c'est la base. Puis la base, c'est qui? Bien, c'est beaucoup d'entre vous. Vous êtes la base citoyenne du Québec qui s'occupe de ces dossiers-là. Soyons forts, soyons fiers, puis continuez à faire la passe à l'autre, puis à kicker le ballon, puis leur donner à l'autre, puis qu'on se leur donne, puis qu'on joue dans l'équipe, puis qu'on score, puis qu'on gagne des buts, puis des games. Donc ça, c'est vraiment la morale en dessous des victoires citoyennes qu'on a en avant ici aujourd'hui. On a de l'aide, puis l'aide s'organise avec la maturation que nos démarches prennent dans le temps. Puis il vient au monde des organismes comme le CQDE, et puis Terre publique, et puis ton organisation à toi. Tu l'as dit tantôt, tu es probablement le plus jeune à la table, mais si je regarde là, il y a quand même pas mal de jeunes dans vingtaine, trentaine, en bas de 40, là, mettons en bas de 45. Là. Il y en a quand même. Il y a été à l'époque où il n'y en avait pas. Et puis moi, je fais archi confiance à cette génération-là, qui est beaucoup plus connectée, beaucoup plus réseautée, beaucoup plus organisée avec les médias sociaux, ce que nous, les têtes blanches, on n'utilise pas beaucoup, puis on fait des lettres, puis des courriels, puis des mises en demeure, on n'en fait pas tant que ça non plus. Mais les jeunes sont beaucoup plus allumés sur tous les enjeux qu'on a entendus à travers la Terre. Que ce soit en Guinée, que ce soit en Afrique, que ce soit n'importe où, les jeunes qui sont branchés sur les réseaux autochtones ou les réseaux non autochtones, puis à Malio, les Blancs comme les Inuits s'amusent ensemble, foirent ensemble, jouent ensemble, puis se parlent, se textotent, commandent la bouffe au restaurant, organisent des parties. Il n'y a plus de différence entre les Blancs et les Indiens pour les gens qui ont 20 ans. Donc ça, c'est vraiment une autre leçon qu'il faut apprendre, puis il faut s'ouvrir pour ça. Il faut changer. Donc j'arrête de parler. On a beaucoup parlé en avant. On va prendre les questions de la salle pour un autre. Il est 5h moins 10. On va prendre des questions jusqu'à 5h. Donc 10 minutes de questions pour tout de suite. Puis si c'est intéressant ou si vous voulez continuer. Mais je ne veux pas que personne se lève à 5h pour partir tous si on n'a pas fini. Si ça dure jusqu'à 5h15, on va respecter ça. OK? Donc la parole à Louis. Oui, bonjour. Louis Saint-Hilaire, je suis du regroupement de protection des lacs de la Petite Nation. Alors tout le dossier Petite Nation dont Julie parle, c'est nous autres, le groupe citoyen, qui a commencé ça.
Moi, Denis, on a tellement travaillé ensemble. Moi, je suis rendu à 8 ans. Là. Je commence ma 8e année. On n'a pas gagné encore, on a fait des faux gains. Julie nous a aidés. Quand Julie est arrivée, on a changé de niveau. Vous avez entendu où on est rendu, 95% dans un référendum. Donc tout le monde sait la réponse, tout le monde savait que ça serait non, et les gens se sont déplacés au-dessus de 60% en plein été. Alors on a, dans le climat actuel, là, on parle de Trump, on parle les règles sont en train de changer. Nous, on a ce que peu de gens ont, on a un mandat clair, puis c'est dur à aller contre ça. Je suis aussi le fondateur de la coalition Klein. Puis ce que je veux faire actuellement, puis je suis aussi sur le coco de QMM, ce que je veux faire, c'est souligner une autre victoire qui est passée sous le radar aujourd'hui. C'est celle qui, ça n'a pas été aussi publicisé, mais la coalition Klein a eu un gros rôle là-dedans et QMM a eu un gros rôle là-dedans. C'est celle de Kiamika, où à cause du changement de la loi des mines, qui était demandé par nos organismes, l'article 304 concernant l'utilité publique, et Mme Ouellette parlait tout à l'heure du pouvoir que la ministre pouvait avoir, ou le ministre pouvait avoir, pouvoir discrétionnaire. Bien, on a réussi à l'avoir pour fin d'utilité publique, ce qu'on demandait depuis longtemps, qui était une demande de tous nos organismes, et elle a pu l'invoquer pour retirer des claims à Northern Graphite dans le parc régional de Kamika. Et tous les dossiers dont on vient de parler, c'est des dossiers qui vont bien, qui sont des victoires, mais tout le monde a dit que ce n'est pas des victoires finales, mais celui-là, c'est une victoire finale. Les claims n'existent plus. Voilà. Qui veut prendre, raconter son histoire, dire quelque chose, parler d'une victoire qui est petite ou qui est grande qu'on ne connaît pas. Sinon, quelle journée incroyable. Merci à tous. C'est grâce à vous dans la salle, avec tout ce bagage-là que vous avez dans vos différences, qu'on a une aussi belle brochette. Québec, qui est meilleure mine, est fier de vous accueillir aujourd'hui, puis est fier de cette journée-là. C'est la 15e anniversaire. La dernière fois, c'était en Abitibi, il y a plus de 5 ans. On va le refaire, puis probablement plus souvent, je pense. En tout cas, si vous avez le goût de le marquer sur un petit papier, de nous demander d'organiser quelque chose comme ça à tous les 2 ans, par exemple, ça pourrait être fort agréable. Puis je pense que c'est enrichissant pour les gens qui se battent tout seuls, chacun dans leur coin du Québec, de venir entendre, puis de côtoyer d'autres personnes qui sont dans la même position. Puis merci à tous les partenaires qui viennent de l'université. Je ne peux pas vous dire comment c'est apprécié, puis les avocats, tout le monde qui est dans la salle. Puis en passant, y a-t-il des avocats dans la salle? J'aimerais ça que vous levez votre main. Il y en a juste 2, 3, 4. Il y en a l'autre là. Donc, à vous qui cherchez des avocats, on a tous besoin d'avocats dans nos groupes, dans nos batailles. Empressez-vous d'aller prendre des cartes d'affaires, puis vous en connaissez, il s'agit de prendre le téléphone puis demander de l'aide, c'est rendu là. Si on veut, comme Mme Reed Forgel l'a dit, élever notre niveau pour faire face à la machine industrielle, ça nous prend souvent une secrétaire qui comprend le langage de droit canadien puis civil au Québec, puis ça s'appelle un avocat, puis c'est un maître. Donc, on en a tous besoin d'un dans notre Black Book, dans nos contacts. Sur ça, je vous laisse.